Je pense toujours que c'est la dernière fois que je vais remplacer la ministre, mais voilà, il y a toujours une autre occasion, donc peut-être n'est-ce pas non plus la dernière fois cette fois-ci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi donc tout d'abord de présenter les excuses de notre ministre Nathalie Meul que l'on attend en Suède pour une réunion des ministres sur l'égalité des chances pour renforcer l'égalité des genres au sein des politiques européennes. Depuis qu'elle est entrée en service, notre ministre a déjà rencontré à plusieurs reprises les organisations de personnes avec un handicap et de la misère et elle a dû constater qu'il ne s'agissait pas là de problèmes isolés et qui ne se produisent pas de manière ponctuelle. Toute personne qui se retrouve dans cette situation doit se débattre avec l'isolement social, des problèmes de mobilité, la honte, des problèmes de santé et aussi des problèmes de revenus. Ça veut dire qu'il faut mener plusieurs combats à la fois. Et un des témoignages que la ministre a entendu, c'est celui-ci. Eh bien, la misère, c'est le travail à temps plein le plus mal payé. Quand en plus vous avez déjà un handicap, vous devez déjà vous battre tous les jours dans toute une série de situations. La misère et le handicap ont en commun qu'on ne les trouve pas de manière isolée, mais qu'ils provoquent un isolement de la personne en question. La misère et le handicap, en effet, malheureusement, ils se tiennent souvent compagnie. Qui souffrent de handicap, et nous reviendrons sur les chiffres plus tard. Cela dépend aussi de la définition que l'on donne de personnes avec un handicap en fonction des enquêtes qui ont été réalisées. Quoi qu'il en soit, dans l'étude de vendredi dernier, nous avons le chiffre de 30% de risque d'exclusion sociale ou de misère pour les personnes souffrant de handicap. C'est beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas de handicap. Parce qu'ici, on a pris en compte tous les citoyens. Ce pourcentage a baissé, mais reste inférieur à la moyenne européenne. Toute personne avec un handicap risque de se retrouver à concurrence de 22,3% en dessous du seuil de pauvreté, alors qu'il s'agit de 16,5% pour le reste de la population. En plus, lorsqu'on parle de risque de misère, nous nous penchons uniquement sur le revenu sans envisager les coûts supplémentaires qu'ont une personne. Si on tient compte de ces coûts supplémentaires, c'est encore autre chose. Tous ces constats ne sont évidemment pas nouveaux. Néanmoins, l'intérêt scientifique porté à la dimension de pauvreté dans le domaine du handicap est assez limité. Voilà pourquoi l'initiative d'utiliser l'annuaire pauvreté 2019 pour examiner de plus près ce phénomène à la recherche de ses caractéristiques et de ses causes. Nous avons attendu avec impatience ce livre et cette journée d'études. Ce livre est le fruit d'une très bonne collaboration entre le SPP Intégration sociale et le SPF Sécurité sociale. Mais il est également le résultat d'une collaboration intense entre toutes les institutions concernées et entre tous les chercheurs individuels. La ministre apprécie très fort 3 axes dans sa politique. Une et la plus importante est l'implication des personnes handicapées elles-mêmes par le biais du Conseil national. Rien pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées. Et la deuxième axe est une préparation scientifique poussée. Le troisième est l'exécution professionnelle par des services publics qui sont aussi efficaces que convaincus de leur importance sociétale. Et la ministre veut vous féliciter tous de votre travail assidu, pas uniquement ce jour pour le livre, mais aussi tous les jours. Nous avons pu effectivement, comme je vous le disais, lire ce livre à l'avance et nous en retirons 4 éléments, 4 constatations qui partent du fait que la personne avec un handicap a un long chemin à parcourir, toute une série d'obstacles à franchir pour se retrouver au même niveau qu'une personne sans handicap. Nous avons commencé par dire que ces personnes avec un handicap sont condamnées
condamnées à une espèce de misère, en tout cas courent un risque plus élevé. Elles doivent aussi exposer des coûts plus élevés que les autres personnes. Nous sommes au-dessus de la moyenne européenne, notamment parce que le coût de la vie est plus élevé en Belgique. Et troisièmement, il y a aussi toute une série de freins qui empêchent les personnes avec un handicap de participer à la société et au marché du travail. Tout d'abord, au niveau institutionnel, le calcul des ARR, des AI et de la GRAPA ne va pas à l'avantage des personnes avec un handicap. En plus, souvent les personnes ne reçoivent pas ce à quoi elles ont droit en la matière du fait de leur handicap. Ils ont le droit d'être soutenus par la société. Et toutefois, cet argent n'aboutit pas où il devrait l'être. Et c'est ce qu'on appelle le non-take-up. Ces 4 constats font que les personnes handicapées ne commencent pas avec un peu d'avance à la course pour que la barre soit placée à la même hauteur pour tous. Non, au contraire. Les personnes handicapées partent la course de la vie avec un écart qu'elles doivent d'abord rattraper. Ce n'est pas juste. Les gouvernements successifs ont pris des mesures très diverses. Je pense par exemple à l'introduction de l'enveloppe bien-être, aux mesures luttant contre le prix de l'amour et le prix du travail, la réforme du cumul entre salaire et allocation d'invalidité, que ce livre considère d'ailleurs comme un pas dans la bonne direction. Toutes ces mesures ont signifié des progrès parfois importants, parfois modestes. Pour cadrer ce que les gouvernements ont fait, nous devons avoir une ambition claire. Les personnes avec un handicap doivent être sur un pied d'égalité au même niveau. Ça veut dire qu'il faut continuer à majorer les allocations. Le plan du bureau a fait un calcul de ce que cela coûterait pour que ces allocations dépassent le seuil de pauvreté. En brut, ça représente 1,7 milliard, en net 1,2 milliard. Et cela permettrait une situation plus logique. En ce qui concerne l'ARR, ça représente 4 millions d'euros, donc ça fait déjà une bonne partie de ces 1,7 milliard. Mais l'ARR est en fait très éloigné du seuil de pauvreté. Les coûts supplémentaires causés par un handicap doivent être mieux maîtrisés. C'est un domaine sur lequel les différents niveaux de pouvoir, mais également d'autres fournisseurs de services, doivent faire des pas en avant. L'allocation d'intégration couvre une partie de ces coûts, mais pas tous et pas pour tous. Ils sont parfois dans un petit coin, un déplacement imprévu, la nourriture du chien d'assistance, etc. Mais les coûts les plus importants restent évidemment des soins de santé, la mobilité, l'énergie, etc. Et en ce qui concerne les 7%, il y a des discussions sur les personnes avec un handicap. En fait, il y a 15% des personnes avec un handicap qui arrivent à travailler. Mais n'oubliez pas que si vous travaillez trop, vous risquez de perdre vos droits sociaux. Votre allocation, ce n'est pas normal non plus pour les partenaires. Il y a aussi toujours une certaine forme d'inactivité. La réformation récente a eu un effet positif, étant donné que toute heure prestée en plus permet un surcroît de revenus, mais aussi en ce qui concerne les AI et les ARR, il faut souligner le principe indispensable que si l'on travaille plus, on gagne aussi plus d'argent. Ce n'est pas possible pour tout le monde de travailler plus, mais pour ceux qui ont la possibilité de faire, ils doivent voir que leurs efforts sont récompensés et que l'on ne doit pas commencer à prendre sa machine à calculer pour voir quand on a atteint un seuil qui pourrait être délétère. Les autres personnes ne doivent pas le faire. Le non-take-up doit également diminuer. Pour ce faire, il faut que le traitement des dossiers, tant au niveau administratif que médical, s'améliore. Les efforts qui ont été déployés l'année dernière et l'année avant ont déjà préparé la route en ce qui concerne le traitement administratif et également l'accessibilité, mais les choses peuvent encore être améliorées. En ce qui concerne l'amélioration du budget, en ce qui concerne l'amélioration d'AI, le projet TRIA, cela devrait en fait permettre d'améliorer
les prestations de ce système. Il y a aussi toute une série d'idées. Il faudrait aussi avoir une modification des critères d'échelonnage, tenir plus compte de la vie sociale notamment, améliorer la situation, arriver à plus joindre les personnes. Il y a toute une série de volets et heureusement nos administrations ont des idées à mener à bien. À cette journée internationale des personnes handicapées, il convient de regarder en arrière. Des progrès ont été réalisés, mais il convient aussi de nommer les problèmes restants. Les solutions ne requièrent pas de technologie nucléaire. Le livre qui vous est présenté aujourd'hui montre les voies à suivre. C'est le mérite des auteurs que je remercie de nouveau. Et maintenant, c'est à nous tous et au gouvernement suivant en particulier. Il n'existe pas de miracle. Il faudra des moyens, des fonds supplémentaires, c'est clair. La ministre enverra une copie de ce livre à l'informateur ou le formateur et nous travaillons ensemble pour que le prochain accord de gouvernement, quand il arrive, contienne une ambition claire pour les personnes handicapées. Je vous remercie.